Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons revenir sur le roman de David Fuenquinos, Les souvenirs. Alors, il y a un premier point que j'aimerais approfondir pour entrer dans l'analyse de ce roman, c'est la question du rire. C'est intéressant de réfléchir à ce que c'est que rire. Rire, ce n'est pas simplement une expression de joie, ce n'est pas dans un roman un moyen de divertir le lecteur, enfin ça l'est, mais ça n'est pas que cela. Il faut bien y voir plutôt une sorte de rapport au monde, un rapport aux aléas de l'existence qui sont placés sous le signe de l'humour. Et ce roman, je pense que l'un de ses intérêts, c'est de nous offrir une illustration de ce que c'est que l'humour. C'est pas un simple procédé littéraire et technique, c'est vraiment, je crois, une façon d'exister, une façon d'être. Et là, pour peut-être préciser ma pensée, on pourrait s'appuyer sur Yankelevitch, dans son ouvrage sur l'ironie, où il explique que l'ironie, le rire, c'est une façon d'introduire de la légèreté face à ce qu'il appelle l'esprit de sérieux, qui a tendance à être passablement écrasant, le sérieux de l'existence qui peut nous empêcher de vivre, et donc le rire et l'ironie seraient en quelque sorte ce souffle qui nous permet de surmonter ces difficultés et de diminuer le poids de l'existence. Alors il va en connaître un certain nombre de difficultés. Notre narrateur, entre la perte de ses grands-parents, la dépression de sa mère, ses propres difficultés à trouver sa vocation, en tout cas à assumer sa vocation d'écrivain, peut-être même ratée, ses difficultés conjugales avec Louise. Alors il va quand même connaître quelques années heureuses, mais cela va se terminer par une séparation. Alors garder cette dose d'humour, c'est une façon, me semble-t-il, de jamais, c'est ce que tu dis, Nicolas, se laisser écraser finalement par les événements de l'existence. Et en cela, le rire de Fuenquinos, dans ce roman, c'est vraiment une petite leçon de vie qui est toujours agréable. Mais pour approfondir, j'ai pensé à d'autres ouvrages de théorie, et parmi les réflexions qui font référence sur le rire, il y a évidemment l'ouvrage de Bergson, Le rire de Bergson. Est-ce que, à ton avis, Nicolas, cet ouvrage peut nous aider à cerner la spécificité ou les spécificités du rire chez Fuenquinos? Alors oui, dans une certaine mesure, je dirais dans une certaine mesure parce que, en fait, j'ai l'impression que Fuenquinos, il fait exactement le contraire de ce que décrit Bergson. Donc rappelons peut-être ce qu'est la théorie de Bergson. Pour lui, le rire naîtrait d'une sorte de mécanisation de l'humain. Il le définit comme du mécanique plaqué sur du vivant. Le rire vient au moment où on cesse de voir l'autre vraiment comme un être vivant, un être humain, mais quand on fait ressortir ce qu'il peut avoir de mécanique, de machinal, comme par exemple quand on imite quelqu'un, qu'on le caricature, et bien quelque part on fait ressortir ses ressorts et l'imitation devient amusante. Donc ça c'est la thèse de Bergson. Or, moi quand je lis les souvenirs, j'y vois tout autre chose. On a évidemment, et c'est pour ça qu'on rit quand même, on a des personnages qui sont un peu ridicules, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on va toujours dépasser cette première approche. Et ce dépassement, il procède d'une humanisation des personnages. Il ne cesse d'humaniser les différents protagonistes, les différents les personnages qu'il rencontre. Donc, et cela, justement, il le fait grâce aux souvenirs. Le fameux titre de notre ouvrage quand même. Ces souvenirs comportent plein d'aspects touchants qui souvent vont souligner peut-être les bizarreries personnelles de ces personnages,
des bizarreries qui sont drôles, mais qui surtout vont rendre ces personnages uniques. Ça leur donne une vie qui n'est pas celle du voisin, qui ne ressemble à aucune autre. Cela me fait penser un petit peu à un film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où rapidement on a l'impression qu'il n'y a que des êtres fabuleux, extraordinaires, avec chacun leur charme et leurs petits secrets qui font leur personnalité propre. Eh bien, on est un petit peu, je dirais, dans cet univers-là avec Fuenquinos. Je pense par exemple aux policiers que vont voir le père du narrateur et le narrateur lorsque la grand-mère a disparu. Bon, au début, il tombe plutôt sur la caricature d'un policier, un policier pas très coopératif, qui les regarde de travers, qui ne les prend pas au sérieux. Donc voilà, un policier, on va dire, caricatural. Et justement, on va avoir une digression juste après, qui va nous présenter un souvenir de ce policier. Et tout à coup, on découvre que ce policier, lorsqu'il a eu son premier enfant, qui n'était pas forcément un enfant voulu, c'était plutôt un accident, eh bien on nous raconte que ça a été le plus beau jour de sa vie, que c'est donc un père comblé, un père entièrement dévoué à ce fils qu'il a reçu finalement comme un cadeau de la vie. Eh bien on humanise ce policier, on lui fait avoir une dimension voilà, humaine, touchante, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Voilà pourquoi je pense que Bergson peut nous aider, mais parce que justement, on est dans le contre-pied. On n'est pas dans la mécanisation des êtres, mais au contraire, dans une attention portée à leur singularité et à leur humanité. Oui. Alors moi, il y avait des moments, il s'agissait soit des pires moments ou des moments les plus beaux où j'y ai vu des effets un petit peu à la Buster Keaton, hein, du slapstick littéraire. Par exemple, ce sont les moments où ils veulent déboucher le champagne. Il y a un malheur qui se précise à chaque fois qu'ils sont sur le point de déboucher une bouteille. La première fois, c'est au moment de l'annonce du mariage de l'auteur. Et puis il y a un autre moment, c'est la fugue que fait la grand-mère lorsqu'elle retrouve une amie d'enfance. Et là, on veut déboucher le champagne, mais là, l'amie a perdu la mémoire. Donc cet effet, j'allais dire un petit peu à la Buster Keaton, c'est ce manque de synchronisation entre les êtres et les événements. Ça ne fonctionne pas, les choses se dérèglent et on rit, mais bien sûr pas méchamment comme on pourrait le faire. Si on appliquait la thèse de Bergson, on ne rit pas du dépit des personnages, on ne rit pas aux dépens des personnages, hein, c'est un petit peu le ballon gonflé à bloc qui, paf, d'un coup, se dégonfle. Et le moment le plus Buster Keatonien, on va dire, le plus flagrant, c'est lorsque Louise et le narrateur se rendent chez les parents du jeune homme pour leur annoncer leur mariage. Eh bien, toc, dans un effet de pas au doblé, les parents, eux, sont sur le point de se séparer. C'est un petit peu comme si la famille ne pouvait pas tout entière baigner dans le bonheur. Et bien sûr, lorsque Louise et le narrateur se séparent, à l'issue d'une courte vie conjugale, eh bien c'est le moment où les parents se réconcilient après une crise du couple assez terrible. Oui, donc c'est vrai, il y a quelques effets comme cela, un petit peu mécaniques. Alors ce qui est intéressant, je trouve, dans ces situations humoristiques, avec ces personnages donc un peu burlesques, c'est, à mes yeux, que c'est une façon de justifier ce que j'appellerais, peut-être un peu pompeusement, mais tant pis, un retour du romanesque. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, le romanesque, on en avait, je crois, déjà parlé avec la famille Martin, c'est une façon d'écrire des romans qui a eu cours pendant des siècles. Ça consiste à raconter des histoires trépidantes, avec des personnages qui sont des héros, des héroïnes, qui sont tous évidemment hors du commun, qui vont évidemment éprouver des sentiments plus intenses que le commun des mortels. Et c'est vrai que ce romanesque, l'histoire du roman, s'en est en quelque sorte écarté, avec les réalistes au XIXe siècle qui ne voulaient plus de romans romanesques, mais au contraire des romans réalistes. Or, ici, j'ai envie de dire qu'on voit ce romanesque
revenir. Alors simplement, pourquoi est-ce que les réalistes et puis d'autres, je pense également aux romanciers du nouveau roman au XXe siècle, pourquoi se sont-ils coupés de cette veine romanesque? Eh bien c'est que le romanesque était souvent conçu comme une sorte de nid, de lieu commun, donc qui n'avait plus vraiment d'intérêt, que c'était de la littérature contreplaquée, toute faite, donc pas intéressante. Prévisible. Voilà. Ouais. Et ici, donc, il revient avec du romanesque, mais ce qui va être intéressant, c'est comment il le fait. Il crée des attentes, il joue avec les codes du romanesque, mais tout au long du roman, à chaque fois, il va déplacer le romanesque, comme si il y avait une sorte de travail de transfert. J'en donne un exemple. Il rencontre une jeune femme au cimetière lors d'un enterrement. Et il rêve de retrouver cette jeune femme. Du coup, que fait-il? Eh bien, en grand romantique, croyant dans les forces du destin, il retourne là où il l'a croisée, donc dans ce cimetière, à plusieurs reprises. Eh bien non, là, ça ne se passe pas comme à Hollywood. Il ne la retrouve pas. On crée une attente, cette attente est déçue. Cependant, Louise, il la rencontrera à un autre enterrement, l'enterrement de sa propre grand-mère. Donc il y a une sorte d'effet d'écho. On n'a pas eu l'effet un peu tarte à la crème au moment attendu, mais on va le déplacer à un autre niveau, à un autre moment. Donc il réinvente, je dirais, une forme de romanesque. Il crée des attentes pour mieux nous décevoir dans un premier temps, mais ensuite nous surprendre dans un deuxième. En nous apportant une petite consolation et parfois encore en mieux. Alors oui, il faut tout réinventer, mais on ne peut pas évacuer toute la littérature en amont. On ne peut pas faire fi de l'intertexte. Si on considère que toute la littérature, tout le passé littéraire, c'est l'intertexte. Alors tu vas me dire que lorsque je lis Fuenquinos, j'ai une obsession pour Flaubert. Je vois Flaubert partout, je guette Flaubert partout. Mais il y a des passages qui sont réellement cocasses. Je pense ici à la rencontre entre les grands-parents. Ils sont dans un bal, ils dansent et leurs genoux se touchent. Alors tu vas me dire, ça peut être aussi Candide. Candide et Cunégonde, ils s'embrassent, toute une série de verbes au passé simple. Et puis là, on est dans le dessin animé. Mais là, la rencontre des grands-parents, ils dansent, leurs genoux se touchent. Et, je cite, ils constatent une certaine harmonie entre leurs genoux. Et là, je pense évidemment à Madame Bovary, à la scène du bal, au château de Vaubyessard, lorsque Emma danse, toute émoustillée par son cavalier. L'allusion est assez évidente, mais elle est aussi toute émoustillée par la situation dans laquelle elle se trouve. Cette allusion est réellement évocatrice. Alors il y a aussi des petits clins d'œil, par-ci, par-là, que ce soit à Flaubert. J'aurais une prédilection pour Flaubert ici, ou à la limite, pourquoi pas, cette scène cocasse de Candide. Oui, mais alors, il me semble que pour aller encore un peu plus loin, il faut rappeler qu'il y a encore, on va dire, deux fils que manipule Fuenquinos par rapport au genre du roman. Dans le roman, il y a une question qui est la question de l'arbitraire, et une autre question qui est celle de la vraisemblance. Alors pour l'arbitraire, c'est la fameuse querelle immortalisée par André Breton lorsqu'il écrit le manifeste du surréalisme. Il s'en prend au genre du roman avec cette fameuse phrase « La marquise sortit à 5 heures », phrase qu'il attribue à Paul Valéry pour fustiger le côté arbitraire du roman et auquel il oppose au contraire la poésie, elle, qui serait un langage chargé de plus de nécessité que le roman. Le roman, finalement, on décide un peu n'importe quoi. Allez, hop, ma marquise, elle sort à 5 heures, j'ai pas besoin de réfléchir pendant 3 heures, je décide arbitrairement. Eh bien, Fuenquinos, il va jouer un petit peu avec cet arbitraire, mais justement, lui va pousser l'arbitraire toujours plus loin en inventant les choses les plus improbables possibles, avec une liberté qui est celle d'un romancier affranchi de règles qui, ma foi, maintenant sont très anciennes. Et la seule limitation, on va dire, à l'arbitraire du romancier, ça a été pendant longtemps la règle de la vraisemblance, qui est un héritage de notre classicisme. Je vous renvoie à Nicolas Boileau, qui disait que le vrai peut parfois n'être point vraisemblable. Donc le vraisemblable, c'était plus important que le vrai, puisque l'œuvre d'art, elle doit créer l'illusion du vrai, et non pas forcément raconter la vérité absolue. Donc on est dans
cette production d'une illusion. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le roman, ce n'était pas un univers où un personnage peut marcher dans la rue et se prendre, je ne sais pas, une tuile sur la tête et en mourir, parce que ça ne va pas avec la construction, la vraisemblance du roman. Eh bien, j'ai envie de dire que chez Fuenquinos, là aussi, on s'en libère, puisqu'on parlait du grand-père. Comment meurt-il? Eh bien, cet homme qui a survécu à la guerre, cet homme qui a participé à la résistance, donc il y a une certaine aura héroïque, il nous dit il meurt à cause d'une savonnette. Je donnais l'exemple de la tuile qui tombe du toit, mais voilà, c'est presque une mort qui est absurde, indigne de ce qu'il a été, mais si c'est la vérité, eh bien, aussi incroyable, aussi invraisemblable soit-elle, il joue avec cela. Et à chaque fois, quand il nous parle de personnages, il aime bien rajouter justement tous ces détails qu'on a dit qui les rendent touchants, qui les rendent humains, mais il aime bien justement choisir les détails qui sont, on va dire, les plus incroyables, les plus invraisemblables. Et cet auteur, confronté en lutte avec ses propres ambitions littéraires, on voit qu'il tombe souvent dans la dérision, l'autodérision, et cette autodérision, c'est une constante dans toute son œuvre. On rit, alors souvent tendrement, des autres, mais aussi de soi-même, c'est Narcisse détrôné, et qui va renaître quelques chapitres plus loin. Donc finalement, Nicolas, Les Souvenirs, c'est quand même un livre plutôt consensuel. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est unique, certes, farfelu et un peu fou, mais aussi finalement comme tout le monde. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons quitter, non sans regret, l'univers romanesque de David Fuenquinos. La semaine prochaine, nous allons aborder l'œuvre de Maïlys de Kerangal avec son roman « Réparer les vivants ». Merci de votre attention, merci Nicolas. Eh bien, à la semaine prochaine.